Très cher auditeur, bienvenue dans cette lecture pour s'endormir consacrée à l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire ancienne, Cléopâtre, dernière reine d'Égypte. Installez-vous confortablement, laissez votre esprit voguer lentement vers les rives du Nil et préparez-vous à un voyage apaisant à travers les siècles. Nous allons explorer la vie, le règne et l'héritage de cette souveraine emblématique dans un récit doux, calme et profondément enraciné dans l'histoire. L'histoire de Cléopâtre commence bien avant sa naissance. Elle s'inscrit dans le contexte plus large de la dynastie des Ptolémées, une famille d'origine macédonienne qui règne sur l'Égypte depuis la conquête d'Alexandre le Grand. Après la mort du conquérant, ses généraux se partagent son immense empire. L'un d'eux, Ptolémée, s'empare de l'Égypte et fonde une dynastie qui durera près de 3 siècles. Ces rois étrangers adoptent certaines traditions égyptiennes, mais ils conservent leur langue grecque, leur culture hellénistique, et gouvernent depuis la magnifique ville d'Alexandrie. Alexandrie est alors un phare du monde antique. Fondée par Alexandre lui-même, elle devient le centre de la vie intellectuelle et culturelle. Sa célèbre bibliothèque, l'une des plus grandes de l'histoire, attire savants, philosophes et écrivains venus de tout le bassin méditerranéen. Le phare d'Alexandrie, monument emblématique de la ville, brille au loin, guidant les navires vers ce port animé et prestigieux. C'est dans cet environnement vibrant de savoir et de commerce que naît Cléopâtre VII, vers l'an 49 avant notre ère. L'époque dans laquelle elle voit le jour est troublée. L'Égypte, bien que toujours officiellement indépendante, est de plus en plus influencée par Rome. L'économie décline, les tensions internes s'intensifient et la population se divise entre les élites grecques et les Égyptiens. Le roi alors en place, Ptolémée d'Az, surnommé Aulète en raison de son goût pour la musique, tente de maintenir son pouvoir en achetant le soutien de Rome au prix de lourds impôts et de concessions. Il est impopulaire et son règne est marqué par une instabilité croissante. Dans ce contexte difficile, Cléopâtre reçoit une éducation exceptionnelle. Contrairement à de nombreux membres de sa famille, elle apprend la langue égyptienne, en plus du grec, du latin et d'autres idiomes du monde méditerranéen. Elle étudie les sciences, la philosophie, la rhétorique et la médecine. Elle se prépare dès son plus jeune âge à régner, consciente que son rôle dépassera celui d'une simple figure décorative. Elle sera stratège, oratrice, diplomate et surtout souveraine dans un monde dominé par les hommes. La religion occupe une place centrale dans la société égyptienne. Cléopâtre, en tant que descendante des pharaons, est perçue non seulement comme une reine, mais aussi comme une divinité vivante. Elle adopte pleinement ce rôle, se présentant comme la réincarnation de la déesse Isis. Cette image renforce son autorité auprès du peuple, tout en lui permettant de construire un pont symbolique entre la culture grecque de la cour et les croyances profondes des Égyptiens. Ding. Au moment où Cléopâtre entre dans l'âge adulte, l'Égypte est plus que jamais sous la menace romaine. Les luttes de pouvoir entre les différents héritiers de Rome se répercutent jusqu'au Nil. L'avenir du pays dépendra des alliances que la jeune reine saura nouer. Et c'est ici que commence véritablement l'histoire que le monde n'a jamais cessé de raconter.
celle d'une femme qui, par sa volonté, son intelligence et sa capacité à séduire les plus puissants hommes de son époque, marquera l'histoire d'une empreinte inoubliable. Dans le prochain chapitre, nous entrerons dans l'intimité de la jeunesse de Cléopâtre, entre formation royale, intrigues de palais et premiers affrontements avec les forces du destin. Comprenant dès l'enfance le poids de son nom et de sa lignée, Cléopâtre grandit dans les couloirs d'un palais empreint d'intrigues et de tensions. Le palais d'Alexandrie, vaste et éclatant, dissimule derrière ses colonnes de marbre les rivalités d'une dynastie qui se dévore elle-même. Les Ptolémées, en effet, règnent souvent par la violence et le sang. Frères et sœurs s'affrontent pour la couronne, les empoisonnements ne sont pas rares, et les alliances sont aussi éphémères que calculées. Dans ce climat instable, Cléopâtre apprend à observer, à écouter et surtout à survivre. Fille de Ptolémée d'Az, elle assiste dans sa jeunesse aux humiliations de son père, contraint d'acheter la protection romaine au prix de lourds tributs. Lorsqu'il est chassé du trône par une révolte, elle doit fuir avec lui, probablement vers Rome. Ce voyage forcé, loin de la terre natale, marque profondément la jeune princesse. Elle découvre les arcanes de la puissance romaine, la complexité de son sénat, la richesse de ses campagnes militaires et la fragilité même de ses alliances. À son retour en Égypte, la situation est tendue. Le peuple se méfie de la famille royale, appauvri par les dépenses et discrédité par la soumission à Rome. Cléopâtre, en tant que fille aînée, commence à jouer un rôle actif auprès de son père. Elle assiste aux audiences, s'initie aux affaires économiques et tisse des liens avec les fonctionnaires du royaume. Elle comprend que pour régner, il ne suffit pas d'avoir du sang royal, mais qu'il faut gagner la loyauté des puissants et l'affection du peuple. Lorsque son père meurt, il laisse derrière lui un testament ambigu. Cléopâtre doit régner avec son frère cadet, Ptolémée XIII, âgé d'une dizaine d'années seulement. Dans les faits, elle détient seule les rênes du pouvoir. Elle frappe monnaie à son effigie, signe des décrets en son nom propre et prend des décisions sans consulter les régents du jeune roi. Cette audace déplaît à une partie de la cour, notamment aux eunuques et conseillers fidèles à l'ordre ancien. Très vite, les tensions s'accumulent. La jeune reine est isolée, entourée d'ennemis. Pour asseoir son autorité, elle s'appuie sur ses talents d'oratrice, sa maîtrise des langues et son sens aigu de la diplomatie. Elle convoque des chefs locaux, promet des réformes, tente de moderniser les circuits commerciaux et de stabiliser les finances. Mais la résistance interne est tenace et l'influence de son frère grandit à mesure que ses conseillers manipulent les équilibres de pouvoir. Finalement, Cléopâtre était contrainte à l'exil. Chassée d'Alexandrie, elle se réfugie en Syrie avec une petite troupe fidèle. Loin d'abandonner, elle prépare sa revanche. Depuis la ville d'Ascalon, elle mobilise des soutiens, négocie avec des marchands et des chefs tribaux et lève une armée. Elle compte revenir non comme une reine déposée, mais comme une souveraine triomphante. C'est à ce moment charnière qu'un événement va bouleverser l'équilibre du monde méditerranéen, l'arrivée de Jules César en Égypte. César n'est pas un simple général. Il était l'homme le plus puissant de Rome,
victorieux de la guerre civile contre Pompée. Ce dernier, fuyant sa défaite, a cherché refuge en Égypte, espérant le soutien des Ptolémées. Mais il est assassiné sur ordre des conseillers de Ptolémée XIII, qui souhaitent ainsi plaire à César. L'effet est inverse. Horrifié par ce meurtre, César s'installe à Alexandrie pour arbitrer le conflit entre Cléopâtre et son frère. Cléopâtre comprend immédiatement que sa survie passe par une rencontre directe avec César. Selon la tradition, elle aurait été introduite en secret dans le palais, dissimulée dans un tapis ou un sac de couchage, pour éviter les espions et les gardes de son frère. Lorsqu'elle se présente devant César, il est séduit non seulement par sa beauté, mais surtout par son intelligence, sa prestance et sa capacité à défendre sa cause avec éloquence. César décide de soutenir Cléopâtre. S'ensuit une brève guerre entre les partisans des deux souverains. Les combats se déroulent dans les rues d'Alexandrie, provoquant incendies et destructions. La célèbre bibliothèque aurait été partiellement détruite durant ces affrontements. Finalement, les troupes de Cléopâtre et de César prennent le dessus. Ptolémée XIII se noie en tentant de fuir, et Cléopâtre retrouve le trône. Comprenant que son retour au pouvoir n'est trop que le début d'une nouvelle lutte pour maintenir l'équilibre entre son royaume et l'empire romain grandissant, Cléopâtre s'applique à consolider son autorité. Aux yeux de la population égyptienne, elle existe plus qu'une souveraine. Elle incarne la déesse Isis, protectrice et mère du peuple. Cette représentation divine n'est pas purement symbolique. Elle est soigneusement entretenue par des cérémonies, des fresques et des rituels destinés à rappeler que la reine est l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Cléopâtre est désormais seule à la tête du royaume, mais elle sait que sa position reste fragile. Elle s'unit officiellement à un autre de ses jeunes frères, selon la tradition dynastique, mais ce mariage reste nominal. Le véritable pouvoir, elle le concentre entre ses propres mains. Pour apaiser les tensions internes, elle maintient certains hauts de fonctionnaires en place, tout en plaçant ses fidèles aux postes clés. Son règne se veut stable et organisé. L'administration est renforcée. Les revenus du pays sont restructurés et les réseaux commerciaux relancés grâce à une politique ambitieuse d'exportation de blé, de papyrus et de parfums. L'Égypte, riche et fertile, attire les convoitises. Cléopâtre comprend que l'avenir de son royaume dépend de son habileté à tisser des liens avec Rome sans se soumettre à elle. Elle choisit une voie audacieuse, rester indépendante politiquement, tout en s'impliquant dans les affaires de romaines à travers une diplomatie directe. C'est dans ce cadre que naît son fils, Ptolémée XV, que l'on surnommera plus tard Césarion. L'enfant est présenté comme le fils de Jules César, bien que Rome ne le reconnaisse pas officiellement. Ce geste renforce la légitimité de Cléopâtre, qui s'associe symboliquement au plus grand homme de son temps. La présence de Cléopâtre à Rome en l'an 44 avant notre ère marque les esprits. Elle y séjourne dans une villa luxueuse sur la rive du Tibre, entourée de sa cour et de ses serviteurs. Les Romains, fascinés par son élégance et son raffinement, murmurent à son sujet. Certains la voient comme une alliée précieuse, d'autres comme une menace orientale.
Elle participe à des banquets, soutient des artistes et s'entretient avec des sénateurs. Sa présence alimente les débats au sein de la République romaine. Jules César, quant à lui, semble déterminé à imposer un nouveau modèle de pouvoir impérial dans lequel Cléopâtre aurait pu jouer un rôle majeur. Mais les événements prennent une tournure tragique. Le 15 mars de cette année, Jules César est assassiné au Sénat par un groupe de conjurés qui craignent la fin de la République. Cléopâtre, confrontée à l'insécurité, quitte Rome précipitamment avec son fils. De retour à Alexandrie, elle comprend que la situation en Méditerranée est en train de changer. Rome est déchirée par une nouvelle guerre civile entre les héritiers de César, Marc-Antoine, Octave et Lépide. Cléopâtre doit à présent choisir de nouveau ses alliances. Marc-Antoine, général de talent et homme de caractère, prend peu à peu de l'importance. Chargé de réorganiser les provinces orientales, il convoque Cléopâtre à Tarse, en Cilicie. Celle-ci répond à l'invitation avec éclat. Elle y arrive sur un bateau somptueusement décoré, vêtu en Isis, entouré de musiciens et de parfums. La rencontre est un succès. Marc-Antoine, impressionné par son assurance, son érudition et son charisme, tombe sous son charme. Une nouvelle alliance se forme, à la fois politique et personnelle. La relation entre Cléopâtre et Marc-Antoine n'est pas qu'une idylle, c'est une stratégie. Ensemble, ils envisagent une reconfiguration du monde méditerranéen. Marc-Antoine a besoin du soutien financier et logistique de l'Égypte pour ses campagnes militaires. Cléopâtre voit en lui un protecteur contre Rome et un partenaire pour stabiliser son royaume. Ils vivent un temps à Alexandrie, où Cléopâtre lui offre un style de vie raffiné, inspiré des cours orientales. Ils ont 3 enfants, Alexandre Hélios, Cléopâtre Sélénée et Ptolémée Philadelphe. Leur union fait scandale à Rome. Octave, neveu et fils adoptif de Jules César, utilise cette relation pour discréditer Marc-Antoine. Il le présente comme un traître, séduit par une reine étrangère, prêt à abandonner les valeurs romaines pour une monarchie orientale. La propagande se déchaîne et les tensions montent. Marc-Antoine, de son côté, commet l'erreur de distribuer des territoires à ses enfants avec Cléopâtre, proclamant Césarion roi des rois. Ce geste est vu comme un affront par le Sénat romain. Le conflit devient inévitable. Cléopâtre, fidèle à Marc-Antoine, prépare l'Égypte à la guerre. La flotte est renforcée, les garnisons ravitaillées et les alliances régionales réactivées. Mais face à la puissance militaire d'Octave, l'issue semble compromise. Cléopâtre sait que la survie de son royaume dépendra de la solidité de son couple, de la loyauté de ses armées et de la clémence d'un vainqueur qu'elle ne pourra peut-être pas séduire aussi facilement. Le conflit entre Marc-Antoine et Octave atteint son paroxysme lors de la bataille navale d'Actium, en l'an 31 avant notre ère. Cette bataille, décisive pour le sort du monde méditerranéen, se déroule au large des côtes de la Grèce. Les forces réunies de Cléopâtre et de Marc-Antoine sont puissantes, mais désorganisées. La stratégie est floue, la coordination entre les commandants incertaine, et la flotte romaine dirigée par Agrippa, fidèle d'Octave, manœuvre avec une efficacité redoutable. Pendant les premières heures de l'affrontement, l'issue reste incertaine.
les navires égyptiens, plus lourds et mieux armés, tentent de percer les lignes ennemies. Mais les forces d'Octave, agiles et bien positionnées, contournent, harcèlent et divisent de la flotte adverse. Voyant l'issue basculer, Cléopâtre donne l'ordre à sa propre escadre de se replier. Elle quitte le champ de bataille avec 60 navires, emportant un espoir de sauvegarde pour l'Égypte. Marc-Antoine, déchiré entre l'honneur militaire et l'amour, la suit peu après, abandonnant ses troupes. La défaite d'Actium signe la fin de la suprématie orientale. Cléopâtre et Marc-Antoine retournent à Alexandrie, où ils organisent leur dernière résistance. L'Égypte se prépare à un siège. Des fortifications sont renforcées, les réserves de grains stockées et les derniers alliés sollicités. Mais le moral est pas. Les soldats désertent, les villes tombent sans combat et les rumeurs de trahison se propagent. Octave avance lentement mais sûrement vers la capitale. Dans les derniers 2 mois de leur règne, Cléopâtre et Marc-Antoine vivent reclus dans le palais royal. Ils mettent en scène leur fin comme un drame antique, entouré de fidèles, de philosophes et de prêtres. Marc-Antoine, miné par la défaite, tente de reprendre courage. Il multiplie les discours, cherche à rallier les derniers indécis, mais le soutien s'effrite. Cléopâtre, plus pragmatique, envisage toutes les issues. Elle envoie des messagers à Octave, propose des négociations et tente même de sauver l'avenir de ses enfants. Octave, implacable, refuse toute concession. Il veut ramener Cléopâtre à Rome comme trophée de guerre. Marc-Antoine, apprenant que sa compagne aurait été capturée ou morte, se donne la mort en se jetant sur son épée. Grièvement blessé, il est transporté jusqu'à Cléopâtre, encore vivante, qui le voit mourir dans ses bras. Cette scène poignante, racontée avec émotion par les auteurs antiques, marque la fin tragique de leur alliance. Cléopâtre, désormais seule, organise ses derniers instants avec une précision cérémoniale. Elle s'enferme dans son mausolée, accompagnée de 2 de ses servantes les plus fidèles. Refusant l'humiliation d'une parade triomphale à Rome, elle choisit de mourir, selon ses propres termes. La version la plus célèbre de sa mort évoque l'usage d'un aspic, un serpent venimeux glissé dans un panier de figues. La morsure, rapide et silencieuse, l'aurait conduite à une mort presque sereine. Cependant, les circonstances exactes de sa disparition restent de flou. Certains pensent qu'elle aurait utilisé un poison, d'autres évoquent un complot romain. Ce qui est certain, c'est que sa mort survient peu après celle de Marc-Antoine et que son corps était retrouvé étendu, paré de ses vêtements royaux, les bras croisés sur sa poitrine. Octave, impressionné par son courage, lui accorde des funérailles dignes de son rang. Le mausolée d'Alexandrie, construit par ses soins, devient son lieu de repos éternel. Avec la mort de Cléopâtre, l'Égypte cesse d'être un royaume indépendant. Octave, désormais seul maître de Rome, annexe le territoire, le transforme en province impériale et met fin à près de 3000 ans de monarchie pharaonique. Césarion, le fils de Cléopâtre et de César, est capturé et exécuté sur ordre du futur empereur. Les enfants qu'elle a eus avec Marc-Antoine sont emmenés à Rome, élevés dans la famille impériale, et disparaissent progressivement des récits officiels.
La figure de Cléopâtre ne meurt pas avec son corps. Elle devient un symbole, une énigme, un mythe. Dans les siècles qui suivent, poètes, peintres, historiens et dramaturges s'emparent de son histoire. Tour à tour séductrice, stratège, souveraine éclairée ou femme fatale, elle incarne une complexité rare. À travers elle, l'Antiquité nous livre le portrait d'une femme libre, cultivée et puissante, qui a tenté de façonner son destin dans un monde gouverné par des hommes. Et la figure de Cléopâtre, loin de disparaître avec la chute de son royaume, entre dans une nouvelle phase, celle de l'héritage et de la mémoire. Bien que son corps repose quelque part, probablement dans les fondations antiques d'Alexandrie, son esprit traverse les siècles. Son image devient un miroir des civilisations qui la contemplent. À Rome, elle est d'abord l'ennemie, la séductrice orientale qui aurait perverti l'un des leurs, Marc-Antoine, jusqu'à sa perte. La propagande d'Octave, devenue Auguste, façonne une légende à la mesure de ses ambitions. Cléopâtre devient l'ultime obstacle sur la route de l'ordre impérial. Les écrivains romains, comme Suétone ou Dion Cassius, relèvent à cette version des faits, mêlant admiration et suspicion. Ils décrivent de sa beauté légendaire, son intelligence redoutable, mais soulignent aussi sa ruse, sa prétendue débauche, son influence corruptrice. Peu à peu, Cléopâtre cesse d'être perçue comme une reine souveraine, pour devenir une figure symbolique du pouvoir féminin redouté. Ce processus, loin d'être neutre, reflète les tensions profondes d'une société où le rôle des femmes reste limité et codifié. Pourtant, certains détails résistent à l'effacement. Sa maîtrise des langues, son érudition, sa capacité à gouverner dans des contextes extrêmement instables, tout cela fascine les générations suivantes. Durant le Moyen Âge, son image se transforme à nouveau. Dans les manuscrits enluminés, elle apparaît vêtue de robes somptueuses, souvent assise sur un trône entourée de symboles orientaux. Son histoire se mêle à des récits moralisateurs, où elle incarne tantôt la tentation, tantôt la sagesse perdue. Et à la Renaissance, l'Europe redécouvre les textes antiques. L'imprimerie diffuse les œuvres de Plutarque, qui consacra à Cléopâtre une partie de sa biographie de Marc-Antoine. Le personnage prend de l'ampleur. Peintres et dramaturges s'en emparent. En Angleterre, Shakespeare compose Antoine et Cléopâtre, une tragédie où la souveraine d'Égypte redevient une femme de chair, de passion et de pouvoir. Loin des caricatures romaines, elle y était représentée comme une amante noble, capable d'inspirer la loyauté et la dévotion jusqu'à la mort. Au fil des siècles, Cléopâtre traverse les époques en changeant d'apparence. À l'époque romantique, elle devient la muse orientale, mystérieuse et sensuelle. Dans les salons parisiens, dans les tableaux symbolistes, elle est évoquée comme un être à la frontière entre le rêve et la réalité. L'archéologie naissante tente de retrouver les traces concrètes de son règne. Les ruines d'Alexandrie sont fouillées, les temples égyptiens réinterprétés. Mais le mystère demeure. Nul ne retrouve son tombeau, nul ne sait exactement où elle repose. Ce vide alimente les spéculations, les légendes et le pouvoir du mythe. Et le monde que Cléopâtre a connu disparaît peu à peu sous les sables du temps, mais l'écho de son règne continue de vibrer dans les structures politiques,
religieuse et culturelle du bassin méditerranéen. À la chute de l'Égypte indépendante succède une transformation profonde de la région. Sous la domination romaine, Alexandrie perd son statut de capitale souveraine, mais conserve sa vitalité intellectuelle. Le rayonnement de cette ville cosmopolite perdure encore plusieurs siècles, devenant un centre du savoir, du commerce et des échanges culturels. Les traces laissées par Cléopâtre dans cette cité sont nombreuses, bien que souvent invisibles aux yeux modernes. Les statues brisées, les temples partiellement ensevelis, les textes fragmentaires et les inscriptions gravées dedans la pierre témoignent d'une présence que ni le temps ni les conquérants n'ont pu totalement effacer. Les échos de son règne résonnent dans l'architecture, dans l'art, dans les rites funéraires, dans l'imaginaire même de ceux qui ont vécu après elle. Chaque coup de ciseau sur un bas-relief, chaque colonne encore debout raconte une histoire où son nom continue de résonner comme une invocation. Ce qui frappe les historiens modernes, c'est la capacité qu'avait Cléopâtre à naviguer dans un monde de tensions extrêmes. Femme dans un monde masculin, égyptienne dans un système dirigé par une dynastie gréco-macédonienne, souveraine locale dans un empire global, elle devait constamment composer avec les contradictions. À travers les sources disponibles, on découvre une stratège méthodique, une communicatrice brillante, une femme consciente de la puissance des symboles. Elle utilisait les codes visuels, les rituels et les mythes pour consolider son autorité, sans jamais rompre totalement avec les attentes de son peuple ni celles des élites. Dans sa manière de gouverner, Cléopâtre savait adapter son image selon ses interlocuteurs. Aux Égyptiens, elle apparaissait comme une pharaone traditionnelle, réincarnation d'Isis, gardienne des temples et du cycle cosmique. Aux Romains, elle se présentait comme une souveraine cultivée, parlant leur langue, maîtrisant leur rhétorique, partageant leurs références intellectuelles. Ce double langage lui permettait d'exister dans plusieurs mondes à la fois, sans appartenir totalement à aucun. Elle incarnait une forme de fluidité politique inédite qui la rendait à la fois insaisissable et redoutable. Et son gouvernement s'appuyait aussi sur une compréhension fine des réalités économiques. L'Égypte, grenier à blé de la Méditerranée, était une ressource stratégique pour Rome. Cléopâtre savait jouer de cette dépendance pour renforcer sa position. Elle développa les circuits commerciaux, améliora les systèmes d'irrigation, sécurisa les routes caravanières et encouragea l'agriculture locale. L'arpétaxe était prélevé avec rigueur, mais l'administration restait efficace, avec des registres soigneusement tenus, parfois gravés sur des ostracas. Ces éclats de poterie utilisés comme support d'écriture. Et la culture sous son règne n'était pas en reste. Elle protégeait les savants, finançait les écoles de médecine, les ateliers d'écriture et favorisait la transmission du savoir. La bibliothèque d'Alexandrie, même diminuée par les incendies, restait un centre d'attraction pour les lettrés du monde entier. Cléopâtre entretenait des relations avec les philosophes, consultait des astrologues et maintenait vivante l'idée que le savoir était une forme de pouvoir. Cette vision la plaçait dans la continuité des plus grands souverains éclairés de l'Antiquité. Son lien avec le sacré dépassait le simple usage politique. Elle participait aux fêtes religieuses, finançait la rénovation des temples et consultait les prêtres les plus influents.
Elle respectait les traditions funéraires, veillait à la conservation des rites et multipliait les offrandes pour assurer la faveur des dieux. Dans les temples de Dendera ou de Philae, son image apparaît encore, gravée dans la pierre, tenant les instruments du culte, couronnée du disque solaire. Ces représentations témoignent de sa volonté d'inscrire son règne dans la continuité millénaire des pharaons. Mais cette continuité était en réalité une reconstruction. Cléopâtre devait composer avec une population divisée entre les classes égyptiennes traditionnelles, les colons grecs, les élites romaines de passage et les marchands venus d'Orient. Son palais, véritable creuset des cultures, réunissait des ambassadeurs, des officiers, des artistes et des prêtres venus des 4 coins du monde antique. Elle devait écouter, arbitrer, séduire et trancher, tout en maintenant une image de stabilité et de grandeur. Les cérémonies qu'elle organisait n'étaient pas de simples démonstrations. Elle structurait la vie publique, rappelait de l'ordre du cosmos et renforçait son autorité. Lors des fêtes d'Isis ou de l'inondation du Nil, la reine apparaissait dans des vêtements somptueux, entourée de musiciens, de danseurs et de prêtres portant les emblèmes sacrés. Chaque geste, chaque parole, chaque parfum avait une signification. Cléopâtre maîtrisait ses codes à la perfection. Même dans les derniers mois de sa vie, elle ne cessa jamais d'exercer cette maîtrise. Alors que les armées d'Octave s'approchaient, elle continuait de gouverner, de donner audience, de signer des décrets. Elle tentait de préserver l'ordre, d'assurer la transition, de sauver ce qui pouvait l'être. Elle pensait à ses enfants, à son peuple, à son nom. Elle savait que tout allait basculer, mais elle voulait que l'histoire se souvienne d'elle autrement. Non comme une reine vaincue, mais comme une souveraine restée digne jusqu'au bout. Le XXe siècle marque une nouvelle étape dans la transmission de son image. Le cinéma, avec sa capacité à créer des icônes visuelles, offre à Cléopâtre un nouveau trône, celui de l'écran. Elizabeth Taylor, dans le film monumental de 1963, incarne une Cléopâtre à la fois impériale et romantique. Cette version, spectaculaire, façonne pour longtemps l'imaginaire collectif. D'autres actrices suivront, d'autres mises en scène, chacune réinventant la reine selon les sensibilités de leur époque. Mais au-delà des artifices du spectacle, l'intérêt pour la véritable Cléopâtre ne faiblit pas. Les historiens modernes tentent de séparer le mythe de la réalité. Ils analysent les sources, reconstituent les contextes et cherchent à comprendre ce que signifiait gouverner en tant que femme dans un monde dominé par Rome. Ils découvrent une dirigeante stratège capable de manœuvrer entre les plus grandes puissances de son temps sans jamais céder complètement ni à la soumission ni à l'isolement. Cléopâtre était bien plus que l'image réductrice de la séductrice. Elle était une souveraine qui parlait plusieurs langues, connaissait les sciences, s'impliquait dans l'économie et la diplomatie et cherchait à protéger l'indépendance de son pays contre l'expansion impériale. Elle savait user de son charme, mais elle ne s'y limitait pas. Elle savait s'entourer des meilleurs conseillers, mais ne craignait pas d'imposer ses décisions. Elle n'était ni déesse ni démon, mais un être humain extraordinairement complexe, pris dans le tumulte d'une époque charnière. Aujourd'hui, son nom reste gravé dans la mémoire collective. Il traverse les langues et les cultures. Dans les écoles,
les musées, les livres d'histoire ou les œuvres d'art, Cléopâtre continue d'inspirer la réflexion sur le pouvoir, l'image, l'histoire et le genre. Elle rappelle que l'histoire n'est pas figée, qu'elle peut être racontée autrement, qu'elle peut réhabiliter des voix oubliées, et que la mémoire est un champ de bataille aussi important que celui des armes. Dans le silence des bibliothèques, dans les ruelles d'Alexandrie, dans les pages d'un vieux papyrus ou d'un livre récent, son regard semble encore nous observer. Il nous interroge sur ce que signifie régner, sur le prix de l'indépendance et sur la manière dont l'histoire façonne les figures du passé. Cléopâtre, la reine du Nil, continue de régner, non plus sur un empire, mais sur l'imaginaire des peuples. Le silence qui suit la mort de Cléopâtre n'est pas une fin, mais un passage. Dans les mois qui suivent, l'Égypte était rapidement absorbée dans l'organisation administrative de Rome. Octave, futur Auguste, envoie des gouverneurs pour contrôler le pays, supervise l'implantation de garnisons, sécurise les ports et surtout prend en main l'extraction et la redistribution des richesses. L'Égypte devient l'un des piliers économiques de l'Empire, ses récoltes alimentant les légions et les marchés de la capitale. Alexandrie, bien que déchue de son rang royal, ne perd pas sa splendeur. La ville reste un centre culturel majeur. Les écoles, les temples et la bibliothèque continuent de fonctionner, bien qu'avec des moyens amoindris. Les élites locales, souvent issues de la noblesse grecque, s'adaptent à la domination romaine. Elles apprennent le latin, adoptent les usages impériaux et servent d'intermédiaires entre les autorités romaines et la population. Les enfants survivants de Cléopâtre sont intégrés dans la sphère romaine. Cléopâtre Sélénée, la fille qu'elle a eue avec Marc-Antoine, est élevée par Octavie, la sœur d'Octave, avec dignité. Elle épouse plus tard Juba II, roi de Maurétanie, et devient à son tour une souveraine éclairée, bâtissant des villes, des bibliothèques et perpétuant à sa manière l'héritage de sa mère. Ce destin, souvent oublié, montre que l'influence de Cléopâtre ne s'est pas éteinte avec sa mort, mais s'est diffusée, réinterprétée dans d'autres terres. Le culte de Cléopâtre ne s'est pas instauré officiellement, mais des marques de dévotion subsistent longtemps. Des statues à son effigie sont encore entretenues dans certains temples. Des offrandes sont déposées sur les lieux supposés de sa sépulture. Des récits populaires circulent parmi les populations, embellis de légendes, où elle devient une héroïne tragique, parfois même une sainte païenne. Dans les récits coptes des premiers siècles, certains motifs évoquent encore son image, mêlée à celle de déesses anciennes. Dans les régions du Moyen-Orient, son nom reste connu à travers les chroniques syriaques, arabes et perses. Elle y est décrite comme une femme au destin exceptionnel, parfois sorcière, parfois prophétesse, parfois simple souveraine. Ces traditions montrent à quel point sa figure dépasse les frontières géographiques, culturelles et religieuses. Chaque peuple projette sur elle ses propres angoisses, ses espoirs, ses fantasmes. Elle devient un canevas sur lequel les époques successives brodent leurs récits. Le mystère de sa tombe reste l'un des plus grands non résolus de l'archéologie antique. Des expéditions ont été menées à Alexandrie,
à Taposiris Magna, à Aboukir, mais aucun vestige formel n'a été identifié. Les hypothèses abondent. Certains pensent qu'elle repose sous la mer, dans les quartiers engloutis d'Alexandrie. D'autres suggèrent qu'elle aurait été enterrée dans un sanctuaire secret, aux côtés de Marc-Antoine, selon ses volontés. L'absence de tombe rend son image encore plus insaisissable, presque mythique. À chaque période de bouleversement, Cléopâtre ressurgit dans l'imaginaire collectif. Durant les révolutions, elle est brandie comme une figure de résistance. Dans les mouvements féministes, elle devient un symbole de pouvoir féminin. Dans les œuvres post-coloniales, elle est vue comme une reine africaine défiant l'Empire. Cette plasticité de son image révèle une vérité essentielle. Cléopâtre ne se laisse jamais enfermer dans une seule définition. Elle incarne la complexité de l'histoire, la multiplicité des regards et la force de la mémoire. Même dans les études académiques, les débats sur son apparence, sa langue maternelle, ses croyances religieuses ou sa politique économique continuent de nourrir les recherches. Les documents numismatiques, les papyrus administratifs, les fragments de chroniques permettent d'affiner les analyses. On découvre peu à peu un monde gouverné avec habileté, où la reine n'était pas seulement une figure symbolique, mais bien une dirigeante active, exigeante, impliquée dans les décisions quotidiennes. Les historiens modernes soulignent aussi son exceptionnelle résilience. Dans un monde où la trahison, la guerre, la manipulation et la domination masculine régnaient sans partage, elle parvint à se maintenir au pouvoir pendant près de 2 décennies. Elle ne se contenta pas de survivre. Elle construisit, négocia, réforma. Son règne fut celui d'une transition entre 2 mondes, celui des monarchies hellénistiques déclinantes et celui des empires centralisés modernes. Elle fut l'ultime flambeau d'un monde ancien, éteint par les ambitions d'un nouvel ordre romain. Et à l'heure où le monde contemporain s'interroge sur le rôle des femmes, sur la mémoire des civilisations, sur le pouvoir et ses symboles, Cléopâtre reste un point d'ancrage. Elle offre un exemple de leadership féminin, certes complexe, mais toujours inspirant. Elle montre qu'il est possible d'exister au cœur de la tempête, de tracer sa route au milieu des géants et de faire entendre sa voix à travers les siècles. Elle nous rappelle enfin que l'histoire n'est jamais figée et que chaque génération peut y puiser les leçons dont elle a besoin. Le vent souffle doucement sur les rivages du Nil, là où les civilisations ont vu le jour, là où les reines ont marché aux côtés des dieux, là où le sable conserve les secrets mieux que les bibliothèques. Le nom de Cléopâtre, plus de 2000 ans après sa mort, continue de flotter dans les mémoires comme un parfum ancien, insaisissable et enivrant. Elle n'est plus simplement une figure de l'histoire, elle est devenue un mythe, un archétype, une silhouette que chaque époque redessine à sa manière. Et dans les écoles d'aujourd'hui, les enfants apprennent son nom parmi les grandes figures de l'Antiquité. Mais la profondeur de son destin va bien au-delà des manuels scolaires. Elle incarne une rare conjonction, le pouvoir et l'intelligence, la beauté et la stratégie, la tradition et l'innovation. Ce n'est pas la conquête de territoire qui définit Cléopâtre, mais la manière dont elle a su défendre son monde, sa culture, son autonomie, contre une force bien plus vaste.
Les historiens qui l'étudient aujourd'hui ne cherchent plus à savoir si elle était belle, mais plutôt comment elle gouvernait, comment elle s'adaptait, comment elle résistait. Les recherches archéologiques récentes révèlent une administration structurée, des réformes économiques, une diplomatie complexe. On retrouve des décrets signés de sa main, des textes médicaux copiés sous son patronage, des témoignages de sa politique en Nubie, en Syrie, en Judée. Cléopâtre n'était pas un personnage secondaire dans le théâtre antique. Elle en était l'un des metteurs en scène. Les liens qu'elle a tissés avec Rome n'étaient pas des caprices amoureux. Ils répondaient à une nécessité stratégique: protéger l'Égypte, préserver son autonomie, maintenir son rayonnement. Elle a lui compris que dans un monde où les empires s'étendent par le fer et l'or, il faut parfois répondre avec les mêmes armes, mais en les maniant avec élégance et vision. Son habileté à manœuvrer dans un univers hostile reste un exemple de résilience et d'adaptation. Son héritage ne se mesure pas seulement à l'aune des batailles perdues ou des alliances nouées, il se mesure dans l'empreinte qu'elle a laissée sur la culture mondiale. Dans l'art, elle est partout, dans les films, dans la peinture, dans les pièces de théâtre, dans la mode, dans la musique. Le simple fait de prononcer son nom évoque des images puissantes. Les colonnes d'Alexandrie, les navires dorés, les parfums d'Orient, les regards échangés avec César ou Marc-Antoine. Mais cette imagerie, souvent embellie, ne doit pas faire oublier la femme réelle. Cléopâtre a vécu dans la tension permanente entre sa condition de femme et son rôle de chef d'État. Elle a dû imposer ses décisions dans des conseils dominés par des hommes, affronter des complots, lever des armées, réprimer des révoltes, gérer des famines. Elle a connu l'exil, la guerre, la trahison, la peur. Et malgré tout, elle y est restée debout, souveraine, jusqu'à son dernier souffle. Dans le silence du tombeau qu'on n'a jamais retrouvé, il y a peut-être cette ultime victoire, celle de demeurer insaisissable. Car en échappant aux archéologues, Cléopâtre a évité d'être réduite à un squelette ou à une momie figée dans un sarcophage. Elle est restée vivante dans l'imaginaire collectif. Elle est restée libre, même dans la mort. Son absence physique renforce sa présence symbolique. Et si elle pouvait encore parler à notre époque, que dirait-elle? Peut-être rappellerait-elle que le pouvoir ne suffit pas à garantir la sécurité, que les alliances sont fragiles et que la gloire est éphémère. Mais elle dirait aussi que chaque être humain, quelle que soit son époque, peut tenter de peser sur le cours de l'histoire. Elle rappellerait que les rêves les plus grands naissent comme parfois dans des palais assiégés et que la dignité peut survivre à la défaite. Ainsi s'achève le long voyage au cœur de la vie de Cléopâtre. Une vie faite de lumière et d'ombre, de pouvoir et de péril, de triomphes et de tragédies. Une vie qui continue de nous parler à travers les siècles comme une voix lointaine, posée sur les rives du Nil, nous murmurant que la grandeur réside autant dans les actes que dans la mémoire qu'on laisse derrière soi.